Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Ce soir, pour décrypter cette 9e journée de NFL, j'accueille avec moi Morgan. Salut Morgan. Salut Damien, salut Mika, salut à tous. Et Michael. Salut Michael. Salut les gars, salut tout le monde. Alors on va commencer par le match et surtout plusieurs faits de jeu dans ce match-là qui s'est joué hier soir entre les Chicago Bears et les Pittsburgh Steelers. Les Steelers l'ont emporté 29-27 contre les Chicago Bears qui ont montré un très beau visage, un visage combatif dans un match où on pouvait peut-être attendre moins d'eux parce que les Steelers avaient montré de très belles choses en défense et les Bears ont toujours un petit peu de difficultés en attaque, mais au final c'est peut-être pas du match dont on va parler mais plutôt de faits de jeu dans le match. Il y a eu plusieurs actions très litigieuses et je pense que ce match est vraiment l'incarnation des problèmes d'arbitrage qu'il y a eu cette saison. Michael, est-ce que tu voulais revenir sur ce qui s'est passé et notamment, on va commencer peut-être par ce qui est le moins évident, puisque les Bears se sont fait refuser un touchdown à cause d'une... Voilà, ça a été ruled par les arbitres comme a personal foul, mais on se demandait, est-ce que c'est pas un grounding, est-ce que c'est pas... On comprenait pas trop ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Alors, l'action déjà pour la resituer, les Bears sont donc pratiquement en goal line. Ils lancent une action, donc Fields lance un touchdown, mais juste avant ça, un de ses linemen en fait se décale côté droit et tente un bloc au niveau des jambes. Alors je sais plus, je crois que c'est sur TJ Watt, il me semble. Le touchdown est donc refusé. Donc, on avait pensé à un grounding, puisque justement un bloc assez bas, mais a priori, c'est pas ce qui a été appelé. Ils ont appelé une faute personnelle. Ils posaient la question s'ils n'avaient pas justement appelé un bloc en dehors de la zone de bloc, mais ce qui n'est pas le cas sur l'action. Donc c'est un peu litigieux, on ne sait pas vraiment ce qui a été appelé, on a eu du mal à décrypter. Deux cas en tout cas, pour moi le touchdown aurait dû être validé. Maintenant, les arbitres en ont décidé autrement et l'ont invalidé. C'est un touchdown qui aurait quand même permis aux Bears de resserrer tout de suite l'écart avec les Steelers. Mais il a été annulé et ils ont été obligés de repartir en deuxième tentative de plus loin, du coup, suite. Ouais, c'est très surprenant ce qui s'est passé. C'est vrai même en le voyant plusieurs fois, on a du mal à voir où est-ce qu'il y a eu une faute. Et au final, cette faute vient vraiment pénaliser le début de match des Bears et les met dans une situation vraiment pas optimale pour la suite de la rencontre. C'était pourtant une belle play action menée par Justin Fields et vraiment c'est quelque chose qui lui réussit très très bien en général. Et ça lui avait bien réussi puisqu'il avait réussi à lancer un touchdown. Mais donc les Bears n'ont pas réussi à marquer sur cette action et ce n'est que le début puisque vraiment le thème de ce match a été les décisions arbitrales très très litigieuses envers les Chicago Bears. C'est vrai que quand on lit un petit peu partout, comme tout à l'heure quand je regardais les reviews des actions, en commentaire, c'était très très unanime, que ce soit du côté des fans des Bears ou comme tu l'as soulevé, Michael, pendant qu'on préparait le podcast, même les fans des Steelers pensent que les arbitres ont complètement volé le match, en tout cas ont influencé le match en direction des Chicago Bears. Et il y a eu vraiment une action en fin de match sur une troisième tentative qui a été sifflée contre les Chicago Bears, qui est peut-être vraiment l'incarnation de ce qui s'est passé, le plus grave en tout cas, ce qu'on retient. C'est-à-dire, c'est Cassius Marsh qui réussit un sac en troisième tentative, un sac absolument décisif, sur Ben Roethlisberger. Et puis, le sac, l'action défensive est annulée pour un taunting. Alors, Michael, je sais pas ce que tu penses de ce qui s'est passé, mais c'est vrai que là aussi, on peut le revoir plusieurs fois et puis on comprend un petit peu de mal à comprendre pourquoi Cassius Marsh se fait réprimander pour ce taunting qui est en fait, au final, un mal récurrent maintenant dans la NFL. J'ai l'impression que chaque semaine dans le podcast, et puis en général, on y revient comme un mal qui revient et qui ne cesse pas et qui vient un petit peu gâcher cette saison. Oui, alors bon, on sait que les règles ont changé cette année en ce qui concerne le taunting. Maintenant, on en a parlé déjà dans d'autres émissions, mais même hors émission, je trouve que ça devient un peu, même un peu trop abusé l'application de cette nouvelle règle. Donc effectivement, hier, Marsh réalise le sac, il réalise ensuite un superbe coup de pied retourné pour célébrer donc son sac.
Et du coup, les arbitres appellent pénalité pour taunting. Encore une fois, c'est toujours très étonnant quand tu vois les célébrations de TJ Watt sur les sacs où il envoie un gros coup de pied vers l'avant. Quand tu vois que bon, là ça fonctionne, on le pénalise pas et hier dans un moment décisif on pénalise les Bears. Je trouve que c'est un peu abusé quand même et hier on a quand même moyen de se poser la question de la qualité des arbitres et même de ce qu'ils voient en fait, parce que t'as quand même du mal à imaginer ce qu'ils ont pu voir sur ces deux actions-là. Donc pour au final pénaliser les Bears. Et c'est dommage parce que, encore une fois, si tu as un match qui se termine à 45, bon, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais sur un match aussi serré qui s'est joué jusqu'à la fin de quelques points, ça aurait vraiment pu faire la différence. Et c'est vraiment dommage que le résultat se décide sur ce genre de petits détails. Mais je dirais même que c'est ça le plus grave, c'est la différence de traitement entre les deux équipes, parce que les standards d'arbitrage évoluent au fil des années, on a l'habitude, et que d'un match à l'autre, l'arbitrage soit différent, ça peut être accepté, parce que tu dis à partir du moment où les deux équipes d'un même match sont arbitrées de la même manière, bon, bah, même si l'arbitrage d'un match et de l'autre est différent, au moins sur chaque match, je ne sais pas si je suis très clair, mais que l'arbitre traite au moins les deux équipes de manière équitable. Mais là, comme tu dis, j'arrive pas à voir la différence entre ce que fait TJ Watt et Marsh des Bears. La célébration est strictement la même, c'est un coup de pied vers l'avant en mode je casse tout, j'ouvre la porte du salon, quoi. Et d'un côté, il y a flag et pas de l'autre, c'est ça le pire, parce que si les deux, ils avaient sifflé flag pour les deux, ça aurait été chiant à mourir, mais au moins ça aurait été équitable. Que là, le problème, c'est le manque d'équité. Au-delà de tout, c'est le pire, c'est ça, quoi. Et puis je pense qu'en plus, il y a un moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à force de vouloir tout aseptiser, on l'a vu il y a quelques semaines avec Metcalf et Latimore, on l'a vu avec Metcalf et sa célébration sur le mince, les poteaux, le poteau de la end zone. Il y a un moment, on a l'impression que voilà, les joueurs doivent être des robots, doivent juste jouer leur partition sur le terrain et ils doivent faire gentiment. C'est aussi ça la NFL. Je pense, c'est des personnalités, c'est des joueurs qui ont une vraie identité, une vraie personnalité sur le terrain, aussi bien par leur célébration, par leur façon d'être, etc. Et c'est vrai que de vouloir tout aseptiser comme ça, c'est un peu, on va vite se faire chier, quoi. D'autant plus dans le football américain où c'est quand même un sport où on te demande entre chaque coup de sifflet d'avoir une agressivité extrême. Et voilà, quand tu réussis une action décisive, forcément l'agressivité elle ressort que ce soit sur un touchdown, sur un gros plaquage ou sur un sac ou une interception, n'importe quel big play. Si on demande, on peut pas empêcher, ça reste des êtres humains, on leur demande de l'agressivité contrôlée. Pour moi, sur une célébration, ça reste de l'agressivité contrôlée. Si on se met à mettre des 10 000 $ d'amende à des Metcalf et à n'importe qui veut célébrer, enfin, comme on tue l'enthousiasme, c'est tout, quoi. Même les fans ne seront plus enthousiastes après un Ouais. big play, c'est ça qu'on va réussir à faire. Ouais, et puis en plus, on le sait, Miles Garrett en avait parlé il y a quelques temps quand il parlait justement de son travail, de toujours essayer d'aller chercher le quarterback adverse. Et il avait dit que, dans sa tête, en tout cas, quand il y va, lui, il pense qu'à chaque action, il est convaincu qu'il va aller faire le big play, tu vois. Et donc, les mecs, c'est clair, surtout les linemen, ils sont remontés à bloc et pour eux, c'est chaque action, il faut pousser l'adversaire, passer et aller chercher le quarterback. Et c'est vrai que, évidemment, ils n'arrivent pas non plus souvent dans la rencontre, malgré tout, quand ils arrivent à faire déjà à saquer, c'est déjà très bien. Forcément, il y a toute cette énergie qui ressort et on va dire aussi quelque part, oui, la tension qu'ils ont accumulée en essayant d'aller chercher le QB adverse. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est clair. Je pense que vous avez touché du doigt quelque chose de vraiment central et c'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière aussi dans le podcast avec Bertrand. Ça me dérange beaucoup cette façon de déshumaniser ces joueurs-là qui ont leur personnalité. C'est vraiment quelque chose de central. Et c'est très grave le fait d'influencer des matchs comme ça, parce que là, clairement, ça arrive à un moment décisif. C'était un petit peu pareil la semaine dernière entre les Bills et les Chiefs, puisqu'il y avait eu un taunting qui avait été sifflé dans un moment très décisif.
Mais c'est peut-être encore plus grave d'à ce point-là refuser que ces joueurs qui sont des personnes, qui sont des êtres humains, comme tu l'as dit, Michael, qui ont leur personnalité et refuser qu'ils la montrent et en fait juste être des robots, quoi. Les déshumaniser, c'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes et qui, je pense, est très très grave d'un point de vue moral. Bah, le truc en plus, Il y a... c'est que Ouais, je pense que si tu fais ça, en fait, ça devient Madden, quoi. Ça devient ton match sur ouais, la c'est clair. PS5. C'est exactement ça. Et moi, je sais qu'il y a un truc que j'adore regarder, c'est quand tu as les vidéos, tu sais, où les joueurs, ils ont mis le micro, ils ont focusé les micros sur un joueur ou Ouais, deux pendant la rencontre. J'adore voir ce genre de vidéos parce que tu vois vraiment bah, les joueurs enfin, tu vas voir. J'adorais le voir avec Philippe Rivers parce que Rivers, il avait, euh, il avait une façon d'être sur le terrain qui était juste géniale. Et je trouve ça que, enfin, tu le vois chambrer les adversaires, tu le vois chambrer ses partenaires, enfin, tu le vois discuter aussi, et que ça, c'est ça aussi qui nous donne envie de regarder ce. ouais, c'est clair, clairement, hein, ça a aucun intérêt, même économique. C'est vrai que voilà, la NFL est un énorme business et je pense que c'est aussi peut-être qui va les faire réfléchir au bout d'un moment. Je suis pas sûr que l'aspect humain, je veux pas dire que l'aspect humain les intéresse pas, mais c'est pas, voilà, c'est pas toujours l'aspect principal de ce qu'ils prennent en considération. Et peut-être qu'ils pensent pas forcément que ça vient mettre en péril la personnalité de leurs joueurs. Mais voilà, l'aspect économique est très très important parce que c'est un sport qui est fait pour la télé. Et les replays, c'est quelque chose de très important. S'il n'y a plus de célébration, peut-être un petit peu aussi, ça enlève énormément du potentiel de replay. Et puis tu parlais de Madden aussi. C'est vrai que les célébrations Ouais. dans Madden, c'est souvent genre une nouveauté apportée au jeu. Tu enlèves ça. D'un côté aussi, il y a l'aspect économique. Déjà qu'il n'y a pas énormément de nouveautés dans Madden. Si en plus tu enlèves les célébrations, peut-être que ça sera la nouvelle nouveauté du prochain Madden. On pourra plus célébrer ni quoi que ce soit. Ce sera leur nouveau groundbreaking nouveauté Non, mais pour le prochain jeu, on va voir. franchement, j'espère en tout cas que sur cette partie-là, sur le taunting, ça va quand même s'assouplir et qu'on va pas rentrer justement dans quelque chose de trop rigoureux, faire Mhm. effectivement des joueurs, des robots qui doivent juste jouer au foot et rien d'autre. Enfin, je trouve que ce serait ennuyeux à mourir de voir le foot US devenir bah, comme un peu dans d'autres sports en fait. Enfin, c'est ce qu'on voit dans certains sports. Je pense en particulier bah, au foot tout court d'ailleurs, le foot européen. C'est un peu ce qu'on voit Mhm. par moment, quoi. C'est des joueurs qui ont tous le même discours, tout est lisse, tout est voilà, et je trouve ça ennuyeux à mourir. Moi, je pense que pour faire un parallèle avec la NBA, c'est peut-être les débuts de cette nouvelle règle sont un peu chaotiques, un peu. Je ferai le parallèle avec la règle qui vient d'instaurer en NBA sur, notamment sur les, on va dire, les chercheurs de lancer franc, comme on voyait souvent James Harden et tout ça, les mecs Ouais. pour ceux qui connaissent le basket, qui allaient chercher systématiquement en shootant, qui se jetaient sur le défenseur pour chercher la faute, ce qui était absolument insupportable du point de vue du spectateur. Du coup, la NBA a décidé de sévir, et là, depuis le début de saison, beaucoup se plaignent que bah, les arbitres ne sifflent plus beaucoup de lancers francs. Donc là, on est tombé dans l'excès inverse, et je pense que voilà, quand il y a une nouvelle règle, il faut pour combattre un abus, il faut aller dans l'inverse, en fait, jusqu'à trouver l'équilibre. Un peu même pour remonter plus loin, la règle du dress code qu'il y avait eu suite à la baston de Détroit il y a une quinzaine d'années maintenant, pour gommer l'image de voyous des basketteurs, voilà, on les avait obligés à porter des costards, la règle anti-Iverson, on va dire. Et Ouais, c'est ça. maintenant, ça s'est assoupli parce que maintenant c'est devenu des fashion addicts tous, donc c'est un défilé de mode à chaque fois, mais je suis pas persuadé qu'un mec qui se pointerait avec un maillot de foot US à un match aujourd'hui se ferait sanctionner. Donc c'est aussi la preuve que avec le temps, l'équilibre se trouve et les règles s'adoucissent si elles sont respectées. Et je pense qu'avec le taunting, on en arrivera là aussi. Là, c'est la première année, la deuxième, voilà, tout le monde va se mettre un peu au pli. Ils sauront qu'on peut plus faire n'importe quoi. Les arbitres vont aussi trouver régler le curseur parce que pour eux c'est nouveau aussi, mine de rien. Donc ils savent pas toujours, je pense, ce qui est sanctionnable et ce qui ne l'est pas. Et je pense que d'ici deux trois saisons, on n'en parlera plus et qu'on aura retrouvé un équilibre. Après, je fais juste un commentaire sur justement le basket et Iverson, mais c'est aussi pour ça qu'on aimait Iverson. C'est aussi pour ce côté, parce qu'à l'époque, c'était enfin, c'était quand même clairement nouveau. Il n'y avait pas eu de joueur comme Iverson avant, avec des shorts larges comme il avait, etc. Et moi, je sais que personnellement, c'est lui qui m'a fait le basket. Mais c'est aussi parce il est arrivé avec quelque chose qu'on connaissait pas en fait. C'était très nouveau.
Et c'est vrai que je trouve que c'était vraiment son trait de personnalité, quoi. C'était lui, quoi. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Il a vraiment apporté un style et une image. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, tout est question d'économie, et que ce soit la NBA ou la NFL, c'est pareil. Les têtes pensantes de ces institutions voient le nombre de maillots vendus, voient les parts de marché, les droits télé, et la mère de famille qui va acheter le maillot et payer l'abonnement, elle veut pas qu'il y ait des gangsters à la télé. Et c'est ce que la NBA c'est ce qui a fait très peur à la NBA après la baston du Palace d'Auburn Hill, c'est que voilà, la NBA était devenue un repère de gangsters, tout simplement, c'est comme ça qu'ils les appelaient. Donc, ils ont eu peur que plus personne ne fasse d'achète de maillot, que les mères ne mettent plus leurs enfants au basket. Ça aurait été la mort de la NBA. Donc, et la NFL veille à ça aussi, même si la NFL est quand même immensément plus populaire que tous les autres sports US, ils doivent quand même y veiller. C'est pour ça le taunting, selon moi, c'est ils veulent que ça reste bon enfant, ils veulent pas qu'il y ait des caïras sur le terrain, ils veulent que ça reste viril mais correct, mais il faut trouver l'équilibre, quoi, pour pas tuer l'intérêt au détriment. Enfin, faut trouver le curseur entre l'intérêt économique et l'intérêt spectaculaire, selon moi. Ouais, et ce qui est très étrange, que vous faisiez le parallèle avec d'autres sports, c'est que par exemple la MLB a souvent été critiquée pour son côté un petit peu ennuyant, hein, que ce soit en termes de longueur des matchs, mais aussi parce que les joueurs célèbrent pas forcément en NBA, en MLB. Et on a toute cette nouvelle génération maintenant de gars comme Fernando Tatis Jr., Juan Soto, ou même Vladimir Guerrero Jr., mais surtout voilà, Fernando Tatis Jr., qui est un joueur qui célèbre énormément, qui est tout le temps en train de danser, voilà, et ça fait aussi partie, et en grande partie, de ce qu'est la MLB aujourd'hui. Et on voit sans arrêt des highlights de Tatis, la caméra sur Tatis, le micro pour Tatis, au All-Star Game, le micro pour Tatis, pour Juan Soto. Voilà, donc c'est quelque chose qui permet aussi l'expansion du sport, et en grande partie l'expansion du sport. Et je pense en tout cas à la MLB qui a réalisé des ratings vraiment historiques cette saison avec beaucoup de mieux. Et c'est aussi en partie grâce à ça, parce que les gens allument leur télé et ils tombent sur quelque chose de vraiment de divertissant en tout point, parce que déjà que le sport est assez long. Et j'adore la MLB, hein, pour ceux qui nous écoutent, vraiment je suis fou de MLB. Je m'y suis mis un petit peu tard, mais voilà, je suis fou de ça. Ça me dérange pas du tout la longueur, mais c'est une réalité, la longueur. Et avoir des joueurs qui célèbrent, qui dansent, qui apportent un petit peu de piment au sport, c'est génial aussi. Et la NFL, on va pas se mentir, c'est moins long que la MLB, mais c'est quand même très très long avec les publicités et tout ça. Donc c'est très important aussi qu'il y ait toute cette personnalité des joueurs qui soit mise en place pour rendre aussi le sport un petit peu plus excitant. Je pense par exemple à Cam Newton. Je veux dire, évidemment, voilà, c'est un joueur qui a été légendaire par ses performances, mais quand on pense à Cam Newton, je veux dire, moi je ferme les yeux, je pense à Cam Newton, je le vois en train de déchirer son maillot comme Superman. Ça, c'est quelque chose qui reste ancré dans les mémoires et qui participe de la légende des joueurs. Mais de toute Ouais, façon, ouais, ça, je oui, suis d'accord. clairement. Pardon, Mika, mais c'est comme tu Non, dis, les vas-y, vas-y. célébrations, tout à fait. Ça, c'est un des trucs les plus identifiables, et quel que soit le sport, pour le coup. On parlait de foot tout à l'heure, on va dire de soccer, quoi. Tout le monde voit en tête la célébration de Cristiano Ronaldo. Comme tu dis, tout le monde a en tête la célébration de Cam Newton. Tout le monde a en tête le warm-up de LeBron James à Miami quand il met la poudre sur les mains et qu'il le clappe au-dessus de sa tête. Enfin, ça, après, c'est des signatures moves qui se retrouvent même dans les jeux vidéo et après dans les cours de récré, quoi. Donc ça, c'est vraiment des trucs qu'il faut conserver et protéger. Et après, même pour le baseball, si je m'y connais moins en baseball, mais comme tu disais, des mecs comme Fernando Tatis, ou moi j'aime beaucoup Mookie Betts, c'est des mecs qui apportent de l'émotion parce que voilà, ils sont pas, c'est pas, ils sont pas dans l'image toute lisse du joueur de baseball, comme tu peux dire. Alors en plus, la MLB, moi je connais pas du tout, mais j'ai l'impression qu'ils viennent de loin parce que l'année dernière, je me rappelle que Tatis sur un home run il avait jeté sa batte en fait et elle avait fait comme un effet, je crois, elle avait fait un demi, Un bat flip, un- c'est ce qu'ils appellent un ouais bat flip. exactement. Ouais. Excuse-moi. Mm. Et ça Ok. avait fait le tour de tous les réseaux et moi quand je l'ai vu, je me suis dit ouais bon c'est pas un truc de fou non plus quoi. Mais euh, mais tu sens que la MLB vient de plus loin quand même à ce niveau-là. Mais Mais je rejoins ce que disait Morgan. Après, c'est là où je trouve ça toujours très marrant, c'est quand tu compares, en particulier, je prends la NBA parce que c'est très différent en l'occurrence de l'époque Jordan avec les trois, avec Détroit à l'époque, etc. C'était beaucoup plus rugueux, beaucoup plus dur dans les mots aussi. Et c'est toujours, moi, ça me fait toujours sourire quand je vois aujourd'hui la NBA. En plus, ayant joué au basket.
Quand je vois certaines règles sur la façon de défendre, sur le fait de toucher l'adversaire quand tu défends avec le bras, etc. Je me dis on a quand même rendu les choses un peu plus soft dans beaucoup de sports et là, le taunting pour moi en fait partie aussi. Ouais, c'est clair, sans aucun doute. Si vous avez rien d'autre à ajouter sur le counting, on va passer au reste des affiches de ce week-end. Ouais, on y va. Euh, c'est Go. en dehors des erreurs d'arbitrage assez incroyables de ce match entre les Bears et les Steelers. Ce que je retiens, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce week-end, c'est quand même les énormes prestations défensives de plusieurs équipes. Je pense que voilà, en préparant le podcast, je me suis dit le grand vainqueur du week-end, c'est la défense, avec la victoire notamment des Titans contre les Rams, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être le choc, la grosse victoire du week-end, les grands gagnants du week-end, les Titans, qui ont réussi une énorme performance et qui ont réussi à contenir mieux que personne cette saison les Rams. Morgane, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a eu d'énormes surprises ce week-end, et en particulier grâce à de grosses performances défensives. Là, j'adore parce qu'on arrive. Bah là, je crois qu'on était. Bah oui, maintenant qu'on est passé à 18 semaines, on était pile à la mi-saison déjà, semaine 9. Et c'est pile le moment où toutes nos certitudes s'effondrent, hein. Tu vois, il y a 15 jours, j'étais prêt à mettre une petite pièce sur un Super Bowl entre Cincinnati et les Cowboys. Et là, patatras, Cincinnati s'est pris 2 pelles en 2 semaines. Dallas s'est fait humilier à domicile par les Broncos et il n'y en a plus aucune certitude. Donc j'adore ce moment de l'année où tout est remis en question. Et des équipes comme les Titans dont tu parlais, au début de l'année, ils m'avaient énormément déçu défensivement, notamment, parce qu'ils s'étaient fait rouler dessus par. Alors, j'ai plus tous les matchs en tête, mais défensivement, c'était catastrophique. Et petit à petit, depuis un mois, la défense des Titans est en train d'élever son niveau de jeu et c'est en train de devenir très sérieux. Là, ils ont complètement éteint Matthew Stafford et toute l'attaque des Rams, globalement. Donc, ouais, très, très grosse performance des Titans. Également à saluer aussi les Broncos, que je n'ai pas du tout venir. Je voyais vraiment Dallas comme une équipe pareil, qui montait en puissance et qui allait devenir un très sérieux contender. Voilà, à se faire prendre à domicile par Broncos. Je crois qu'à un moment, il y avait 24-0, 30-0 même, je ne sais pas si on est monté à 30-0. Si, ouais, on est monté à 30-0 quand même pour Denver à Dallas. C'était incroyable comme surprise, quoi. Ouais, c'est clair, pour le coup, c'est vraiment une énorme prestation défensive des Broncos qui ont réussi à contenir cette attaque de Dallas qui avait l'air pourtant incontrôlable depuis le début de la saison. C'était leur grande force et les Broncos ont réussi à. Pourtant, le premier match de l'ère post-Von Miller a été une réussite défensive pour les Broncos. Ouais, paradoxalement, ouais, c'est en partant qu'il a libéré la défense. Et c'est vrai que voilà, globalement, on voit un petit peu au fur et à mesure que la saison avance, comme tu dis, les certitudes tombent et c'est peut-être aussi, je trouve, plus on se rapproche de la fin, des playoffs et des matchs qui vont compter, plus bah, ces unités, voilà, la défense, peut-être on va plus faire appel on va plus avoir besoin d'actions rugueuses, d'actions défensives solides. On dit souvent que c'est la défense qui fait gagner les titres et peut-être qu'on est en train de le voir en ce moment. Et c'est justement quand on rentre dans le dur de la saison, c'est le moment où la défense se réveille, ou en tout cas où on a encore plus besoin de la défense pour porter l'équipe. Oui, oui, complètement. On sait très bien que voilà, au début des saisons, c'est un peu festival, feu d'artifice offensif, et que quand voilà, là on arrive dans la deuxième partie de saison, c'est là où les qualifs en playoff vont aller se chercher. C'est derrière que tout se joue, quoi. Ça doit fermer les portes à double tour. Et on n'est pas à l'abri d'incroyables upsets. Le plus gros, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est la victoire des Jaguars contre les Bills, quoi, qui maintiennent les Bills à 6 points. C'est les Bills que je voyais comme une des plus grosses attaques de l'AFC, qui se font démolir par la défense des Jags, qui était sur la première partie de saison une passoire. C'était incroyable. Alors, c'était un match super chiant à voir parce que ça s'est terminé sur 9-6 pour Jacksonville. Voilà, 5 field goals et puis basta. Donc, c'était pas le festival du touchdown. Mais défensivement, en tout cas, c'était incroyable. Josh Allen, le linebacker des Jags, a complètement bouffé Josh Allen, le quarterback des Bills, qui était assez drôle pour le jeu de mots. Mais ouais, là, c'était vraiment la semaine des surprises et des grosses performances défensives.
Ouais, c'est clair, cette prestation des Jaguars est vraiment très impressionnante, puisqu'en plus ils avaient la pire défense de la ligue si on regarde toutes les stats. Et les Bills, à l'inverse, sont la meilleure équipe en quelque sorte de la ligue si on regarde les stats un petit peu comparées, ce qu'on appelle le DVOA. Les Bills sont largement devant. Mika, est-ce qu'il y a une prestation défensive qui t'a impressionné ce week-end ou un upset particulier? Alors déjà, pas les Jaguars. Je voudrais juste dire un mot sur les Jaguars. Même si leur victoire est surprenante et évidemment, enfin, comme tout le monde, j'aurais parié sur une victoire des Bills. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais après, ça me paraît pas impressionnant dans le sens où c'est un match. Alors effectivement, ils ont été très bons défensivement. Les Bills sont passés complètement à côté de leur sujet. Il y a eu énormément de loupés et énormément de pénalités. Maintenant, je pense que c'est même pas un match référence en fait réellement pour Jacksonville. Alors défensivement, oui. Maintenant, quand tu vois l'attaque, franchement, l'attaque m'a pas rien fait quoi. Donc c'est pareil, c'est 3 field goals. Trevor Lawrence, bah c'est toujours compliqué. Alors ça gagne là ce week-end, mais l'attaque a vraiment pas montré grand-chose. Je pense que il faudra beaucoup plus pour les Jags si vraiment ils veulent évoluer dans la ligue. Alors évidemment pas cette saison, mais plutôt pour les prochaines années. Donc ouais, ça m'a pas, je suis pas peiné par ce que les Jags ont produit. Je me dis juste que c'est un match voilà à part, c'est un gros loupé des Bills et c'était le match où les Jags se sont transcendés. Après côté upset, évidemment les Titans, j'ai trouvé ça très étonnant parce qu'ils étaient un peu, même si ça gagnait, c'était pas exceptionnel. Ça gagnait, mais sans être impressionnant. Là, d'aller battre les Rams là-bas, de les limiter à 16 points, d'en marquer 28 aussi de l'autre côté, non, franchement, grosse prestation. Et ils me paraissent bien pour l'instant, les Titans, même si on sait que ils vont évoluer sans Derek Henry, ce qui va être évidemment un gros manque offensif. Et en plus, la connexion Tan Hill et les receveurs, c'est pas encore trop ça, enfin, en particulier avec Julio Jones. Donc à voir. Pareil, les Titans, pardon, ça va être ils vont vraiment rentrer dans le moment décisif maintenant. Et je rejoins ce que vous disiez. Enfin, jusqu'à présent, je pense que l'objectif de tout le monde, c'était d'être. Je pense qu'il fallait être, on va dire, non éliminé pour les playoffs. Jouer vraiment les match sérieux, c'est-à-dire la qualif, le momentum pour arriver justement en playoff à son meilleur niveau et dans son meilleur moment de la saison. Ouais, c'est clair que cette équipe des Jaguars, je reviens à ce que tu as dit, enfin, il y a vraiment une impression, enfin, voilà, ils ont cette victoire qui est difficile un petit peu à comprendre, qui se comprend peut-être même plus comme une défaite des Bills, parce que voilà, ils ont énormément de pénalités, comme tu dis, ils sont clairement tirés une balle dans le pied, ils ont eu 12 pénalités, je crois ils n'ont jamais eu autant de pénalités dans la saison. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu incompréhensible et c'est bizarre parce que voilà ce qu'on disait tout à l'heure, Morgan disait toutes mes prédictions sont parties en fumée. Enfin, clairement, la semaine dernière, on a eu la conversation avec Bertrand et on était d'accord sur le fait que les Bills étaient vraiment la seule équipe en quelque sorte dans l'AFC qui était vraiment constante depuis le début de la saison, en tout cas la plus constante. Et c'est vrai que quand on voit une performance comme ça et passer à côté à tel point contre une équipe des Jaguars, enfin, qui clairement, je suis absolument d'accord avec toi, enfin, vraiment pas grand-chose à offrir, c'est assez inquiétant de la part des Bills et ça commence à faire quand même quelques... Enfin, il faut pas que ça devienne une habitude pour eux parce que c'est vraiment très inquiétant et s'ils veulent être un contender dans cette AFC qui est au final très, très peu. Enfin, il y a beaucoup. C'est plus facile de dégager une grosse tendance, en tout cas un leader en NFC encore plus. Même si voilà, les Titans sont en tête, c'est très difficile de dégager une tendance dans cette AFC. Il y a beaucoup de problèmes et je pense que ce match des Bills est vraiment la définition même de tous les problèmes qu'il y a dans cette AFC cette saison. Après, moi, j'en ferais quand même, comme tu disais, Mika, ça reste le plus gros upset de la semaine, mais pour moi, c'est un coup d'un soir aussi, hein. Les Jags ont été impressionnants par rapport à le niveau qu'on leur connaissait, mais c'est surtout, comme vous disiez, c'est Buffalo qui s'est perdu le match tout seul, parce que quand ton adversaire ne met que 9 points, si tu gagnes pas le match, il a été bon, mais c'est surtout que tu as été très mauvais, quoi. Après, je m'inquiète pas des masses pour les Bills. J'en fais toujours un de mes grands favoris pour la AFC. Vraiment, il y a Tennessee qui maintenant, enfin vraiment là, ils ont enchaîné.
ils ont enchaîné des énormes matchs. La Tennessee, depuis un mois, ça roule sur tout le monde, quoi. Ils ont écrasé quasiment les plus gros de leur conférence. Donc voilà, ils ont tapé les Bills, ils ont tapé les Chiefs. Là, ils se sont fait les Rams de l'autre côté. Ça reste les Titans et les Bills pour moi qui sont les équipes. Bon, on va pas oublier les Ravens, mais c'est un autre débat. Mais je m'en fais pas pour les Bills. Ils se sont plantés là. Bon, ça peut arriver à toutes les équipes. On a vu les Buccaneers la semaine dernière se faire taper un peu, on va dire, à la surprise générale par les Saints, qui n'étaient pas non plus favoris dans ce match. Toutes les grosses équipes ont un trou d'air à un moment dans la saison. Voilà, on le sait, personne ne fait le 17-0. En tout cas, très rarement. Et je me fais pas de soucis. Je pense qu'ils seront là. J'en fais toujours un candidat au Super Bowl, personnellement. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, en fait, là, la vraie saison va commencer maintenant. On se rappelle quand même les Steelers l'année dernière qui étaient si je dis pas de bêtises, à 11-0, je crois. Ouais, à Et 11-0. qui ont complètement sombré ensuite, et en saison régulière et en playoff face aux Browns. Je pense que vraiment la saison va commencer là. Il y a eu aussi les blessures. Je pense à Cleveland, par exemple, qui a eu pas mal de joueurs blessés. Enfin, il y a toujours Karim Hunt qui est blessé, Chubb a été blessé, Mayfield aussi. Donc il y a eu D'ailleurs, Nick énormément. Chubb, on vient d'apprendre qu'il a le Covid, donc il sera absent pour la Week 10. Ouais, mais il est vacciné. Enfin, il peut encore jouer ce il week-end. peut encore jouer, mais ça peut quand même encore faire une absence. Bon, mais au ils ont un pire, bon, comité de coureurs, c'est pas une blessure, il sera de retour après. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est pareil, une équipe comme les Browns, quand ils vont être au complet, s'il n'y a pas de blessés, c'est une équipe quand même très, très costaud, très solide. Donc, il y a ça aussi qui va avoir son effectif vraiment complet au moment d'attaquer la dernière ligne droite. Ça va être très important. Et si je les trouve très inquiétants depuis le début de saison, leur match m'a pas rassuré non plus ce week-end, c'est les Chiefs. C'est encore une équipe qui peut retrouver son jeu et qui y a encore le temps. Je veux dire, on n'est qu'à 50% de la saison et on ne sait jamais d'ici les playoffs, ce qui peut arriver. Même si clairement ce week-end face à Green Bay, ils n'ont pas été impressionnants non plus, mais ça peut aussi s'enclencher à un moment donné et ils peuvent revenir. Donc je pense qu'on arrive vraiment maintenant, c'est là que ça va se jouer. C'est maintenant qu'on va voir qui a une équipe vraiment pour aller au Super Bowl et le calendrier va compter énormément. Et clairement, pour les Chiefs, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit. Au niveau de la division, il y a la place. Il n'y a pas tant que ça quelqu'un qui se démarque, puisque les Chargers et les Riders, en termes de bilan, sont à égalité. Ils sont à 5-3. Derrière, les Chiefs sont à 5-4. Donc, en égalité avec les Broncos. Donc, voilà, comme tu dis, ça peut très rapidement tourner, puisqu'ils doivent encore affronter les Chargers. Ils doivent encore affronter tous leurs rivaux de division. Voilà, même s'il y a quand même beaucoup de choses inquiétantes, et notamment en attaque, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a encore largement la place pour revenir. J'en profite puisqu'on est en train de discuter ensemble de ce match, Michael. Qu'est-ce que tu as pensé de la première de Jordan Love chez les Green Bay Packers? Alors, sur le match, j'ai trouvé qu'il n'a pas été si mauvais que ça. Il a lancé pour 190 yards, un touchdown, une interception. Bon, c'est pas trop mal si on compare au début d'autres quarterbacks comme Rodgers ou Mahomes, etc. C'est à peu près du même niveau, même mieux que certains. Maintenant, j'ai trouvé que la ligne offensive a été très mauvaise de notre côté. Ils l'ont quand même souvent laissé se faire prendre la pression et ça, j'ai trouvé qu'on a été très mauvais. Et deuxièmement, j'ai trouvé que les appels de jeu étaient des fois pas terribles en offense, n'importe quoi, en attaque. Je pense que là-dessus, on aurait pu être un peu meilleur, sachant que Green Bay perd de 6 points. Et quand tu vois ce qu'a fait l'équipe spéciale, honnêtement, en première période, tu te dis que vraiment, il y avait la place même de gagner Jordan Love. Honnêtement, il y avait largement la place. Je parle même pas avec Rodgers, mais il y avait largement la place d'aller chercher la victoire. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve aussi que c'est une bonne première performance, mais ce Jordan Love, c'est un quarterback qui a besoin de temps encore, mais qui a quand même pas mal de traits, je pense, intéressants à développer. C'est vrai que malheureusement pour lui, il a eu affaire à une pression quand même qui était assez terrible, et c'est pas facile, c'est le plus dur, lire le blitz, c'est la pression pour un quarterback débutant, et là clairement il n'a pas été beaucoup aidé pour sa première, malheureusement le pauvre, donc c'était vraiment pas facile.
Ça s'est Puis, vu. Et, surtout que le match était, si je dis pas de bêtises, c'était à la Roed, non? Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc débuter pour une première là-bas, c'est pas le plus simple. non, c'est clair, pas du tout, hein. C'est pas du tout, et il a quand même pas été ridicule, et malgré toutes ces circonstances. Par contre, c'est intéressant que tu soulèves ce problème des équipes spéciales de Green Bay. C'est quand même quelque chose qui commence à leur coûter cher cette saison. Là, particulièrement en première mi-temps, comme tu as dit, mais je me rappelle le match contre les Bengals, qui n'en finissaient Ouais. plus avec Donc on a gagné des quand même. erreurs. Ouais, mais qui aurait pu être gagné plus facilement et qui, ouais, au Oui, non, final, c'était clair. Mais d'ailleurs, Crosby est Ouais. le kicker qui a raté le plus de field goals cette année en NFL. Donc ça montre quand même sa mauvaise saison. Et puis même, enfin, l'erreur sur le punt quand on rend le ballon aux Chiefs, enfin, ça doit pas arriver quoi. Ça arrivé le ballon au final dans notre red zone tranquillement et c'est des choses en fait qui, je pense que c'est exactement le reflet de ce que les Packers ont fait l'année dernière. C'est-à-dire que c'est des petits détails, mais qui peuvent te coûter en fait l'élimination une fois en playoff. Et c'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière. On avait un maillon faible sur le match à Tampa Bay. C'était Kevin King. Il est passé à côté de son match. Évidemment, dans d'autres rencontres contre d'autres quarterbacks, on aurait peut-être pu passer au travers et remporter le match. Sauf que là, on tombe contre Brady. Évidemment, Brady est suffisamment bon et expérimenté pour voir ce genre de choses et il a insisté dessus. Et ça nous coûte le match. Et je pense que ce genre de petits détails aujourd'hui, c'est ce qui nous manque en fait à Green Bay à régler pour vraiment être une équipe qui peut être un contender, un véritable contender au Super Bowl. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi et c'est un petit peu inquiétant parce que c'est vrai qu'on le sait, cette équipe de Green Bay a beaucoup d'ambition en général et puis il y a malheureusement pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là pour essayer de réaliser ses ambitions parce que ce problème des équipes spéciales, c'est clairement quelque chose qui peut venir te gâcher complètement un match serré qui se jouerait en playoff parce que bon, la Ouais. qualification pour les playoffs, c'est pas la question, je pense, pour Green Bay. Mais voilà, à l'avenir, c'est un gros problème dans les moments clés, quoi. Mais tu sais, je fais parallèle souvent avec les Patriots de Brady. Le nombre de matchs qu'ils ont gagnés grâce à l'équipe spéciale, Mhm. ils en ont gagné, mais je ne sais combien. Et enfin, il faut être au point sur ce genre de choses. Puis l'autre chose aussi, c'est que faut pas non plus rêver du côté de Green Bay. On a eu la chance d'avoir une série avec Brett Favre, et ensuite Aaron Rodgers dans la continuité, sans aucune coupure des deux. Je suis pas sûr qu'on aura autant de chance avec le départ de Rodgers, alors que ce soit l'année prochaine ou plus tard, mais je pense qu'on aura encore une fois cette chance de trouver un QB numéro 1 de cette qualité. Donc je trouve dommage en fait de se dire que finalement avec Rodgers on n'aura eu qu'un titre. Et effectivement, comme tu le disais, des fois on a beaucoup d'ambition, mais on a du mal à mettre les moyens où il faut pour justement parvenir à réaliser ces ambitions-là. Ouais, clairement, c'est très décevant. Je suis pas un fan des Packers, mais vraiment, j'ai commencé à aimer la NFL à la grande époque d'Aaron Rodgers et des Packers, et c'est vrai qu'à chaque fois, les défaites en finale de conférence, incompréhensibles, vraiment très très frustrantes. Je pense notamment j'ai le match contre les Seahawks qui est Entre les gravé dans ma Seahawks, mémoire, ah ouais, qui est vraiment dans la mienne gravé dans ma aussi. mémoire. On s'en souvient tous. Ouais. Ah oui, mais en plus, toi, Morgan, tu es fan des Seahawks, donc c'est un Oui, bon oui. souvenir pour toi. Ouais, moi ça va, les Packers, j'aime bien. Non, mais le pire, c'est que je pense que ni du côté de Green Bay, ni du côté des Seahawks, enfin, on voyait une autre issue que la victoire des Packers à ce moment du match, hein, je parle. Mhm. Ah Et oui. après, tu vois l'onside kick, tu comprends. C'est la beauté de ce sport. Ouais, au-delà de ça, évidemment, ouais, c'est clair que il peut tout se passer dans ce sport et surtout avec un ballon et pas rond. À propos de ce week-end, on va arrêter de souffrir avec le passé terrible des Green Bay Packers, parce qu'on aurait C'est de quoi se gentil, faire c'est du mal gentil. pendant des heures et en finale de conférence. J'espère on n'aura pas à se faire du mal encore une fois en finale de conférence cette année. Est-ce qu'il y a une performance en dehors de ce qu'on a dit qui vous a marqué ce week-end?
Alors, Morgan ou Miguel. vas-y Morgan. Non, vas-y, Mickaël, t'étais lancé. Je t'en prie. Alors, il m'a marqué, en tout cas, c'est clairement marqué, c'est celle des Cardinals d'Arizona. Alors, c'est déjà, premièrement, le score, puisqu'ils ont été gagnés à San Francisco 31 à 17. Et surtout, il faut quand même savoir que les Cards ont gagné sans Kyler Murray, leur quarterback, et sans DeAndre Hopkins, leur meilleur receveur. Donc, on s'attendait à un match, alors on pensait pas aller voir forcément game si on savait que c'était une possibilité, mais une telle domination, j'avoue que je m'y attendais pas. Ils ont un James Conner qui a fait un taf incroyable, 3 touchdowns, il a fait plus de 180 yards, plus de 170 yards, pardon. Donc grosse prestation et surtout, Colt a fait le job au poste de quarterback. Donc vraiment, gros match. Très déçu des Niners cette année et sur ce match-là. En plus, c'est quand même une équipe qui est à 0-4 à la maison, donc c'est quand même vraiment. Et très surpris de la puissance et de la défense et de l'attaque des Cards. Ouais, James Conner, c'est vraiment, je suis vraiment d'accord avec toi, et je reviendrai juste après sur les 49ers, mais James Conner, c'est vraiment la très très bonne surprise je trouve, de ce début de saison des Cardinals, parce il est sous le contrat, je rappelle, pour 1,75 million de dollars, donc Non mais ça c'est fou. c'est très très peu, c'est incroyable, et ce qu'il apporte cette saison, c'est pour aussi peu, quoi, c'est vraiment incroyable. Non mais le pire, enfin là sur ce match-là en plus il a vraiment explosé les scores. Je tiens juste à dire qu'en équipe fantasy, pour ceux qui suivent la fantasy, il a marqué plus de 40 points en fantasy. Donc si vous l'aviez dans votre équipe, ne faites pas comme moi, ne le laissez pas sur le banc. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai quand même gagné heureusement, mais voilà, c'était prestation énorme. Ouais, c'est clair. Et cette équipe des 49ers, c'est vraiment très décevante. On l'a placée vraiment comme une équipe qui allait faire son grand comeback cette saison. On sentait qu'il y avait tout ce qu'il fallait, qu'elle allait avoir des retours de blessures, tout ça. Et c'est vrai que là, dans un match comme ça, ils sont incapables d'arrêter les Cardinals sans Kyler Murray, sans DeAndre Hopkins. C'est vraiment, vraiment très, très décevant de leur part. Et ils n'arrivent pas à gagner chez eux à San Francisco. Donc ça va pas du tout pour les 49ers. Vraiment, voilà, je suis très, j'ai pas un avis très positif envers les 49ers. Morgan, vu qu'ils sont dans la division de l'équipe que tu suis, peut-être que tu as quelque chose à dire sur cette équipe des 49ers, parce que tu es très content que ça se passe pas très bien Bah, pour eux. Je sais si pas. tu me demandes mon avis honnête sur les 49ers, va falloir qu'on passe en off parce que ça risque d'être un peu méchant. Non, ouais, bah, cette année, bah, après, pour le coup, on est un peu dans le même bateau, hein. Cette année, Seattle et SF, enfin, pas tout à fait dans le même bateau parce que nous, on a un quarterback. Prends ça, Jimmy G. Mais ouais, on a du mal à voir où on va du côté de San Francisco, j'ai l'impression. Après leur Super Bowl perdu, je pense qu'il y avait plein d'espoir du côté de SF avec Kyle Shanahan qui était vraiment la critique était unanime à son sujet. C'était vraiment le futur je ne vais pas dire de la ligue, mais en tout cas du côté de la Californie. Et là, même ce qui faisait la force de SF, c'est-à-dire une bonne défense. Je parlerai pas de l'attaque parce qu'ils ont eu beaucoup de blessures au niveau du jeu au sol dès le début. Et puis l'année dernière, c'était pareil. Ils ont même perdu, enfin, ils ont perdu Kittle sur la moitié de l'année, il vient à peine de revenir. Je pense que ça va leur faire du bien déjà. Mais défensivement, c'est surtout défensivement qu'ils me surprennent. Ils prennent beaucoup de yards, pas mal de points, et c'est là que je suis assez surpris. Je les attendais vraiment à un autre niveau défensivement parlant. Ouais. Ouais, moi aussi, c'est vrai que c'est quelque chose que je regarde de très très près en général, la défense des 49ers, parce que, comme vous le savez, si vous suivez le podcast College Football de The Free Agent, je suis un gros fan des Ohio State Buckeyes. Et voilà, les 49ers ont Nick Bosa, qui est un ancien grand membre des Ohio State Buckeyes. Donc voilà, je suis toujours un petit peu leur performance. Il y a aussi Trey Sermon, notre ancien running back. Et c'est vrai que voilà, c'est même lui, un impact vraiment en dessous de ce qu'il a eu par le passé.
Et c'est vraiment, vraiment très, très décevant de la part des 49ers. Ça présage rien de bon. Je me demande si cette situation un petit peu bizarre au poste de quarterback où ils avaient décidé que c'était Jimmy Garoppolo, mais quelquefois il y a eu Trey Lance avec la blessure de Garoppolo, et puis on a l'impression qu'on ne sait pas trop qui ça va être. Est-ce que ça va être Garoppolo? Est-ce que ça va être Trey Lance? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre avec Garoppolo alors qu'il y a Trey Lance qui pousse derrière? Cette situation-là, j'ai pas l'impression qu'elle soit positive en aucun cas pour les 49ers. Je pense qu'ils devraient prendre une vraie décision et puis avoir drafté en deuxième position un quarterback comme ça et mettre la pression derrière. Même si ça a plus ou moins toujours été clair que ce sera Jimmy Garoppolo, mais quelquefois c'est un peu moins clair. Donc je me demande si cette situation-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, ne aurait pas préjudiciable cette saison. Bon, pour moi, c'est clairement la dernière année de Jimmy Garoppolo, hein. Comme tu dis, d'avoir drafté un QB en 2 cette année, ça te laisse pas. Tu peux pas drafter un QB en 2 et dire on va le bencher. Enfin, tu peux, mais si t'as un Aaron Rodgers devant toi, un Tom Brady devant toi, ou je ne sais qui, mais c'est pas un Garoppolo qui doit te barrer la route pour un deuxième pick, selon moi. Donc, en plus, cette année, je pense qu'il sait que c'est sa dernière chance de prouver que c'est son équipe. Et pour l'instant, il ne la saisit pas. Après, comme on dit, voilà, tout n'est pas de sa faute, hein. Il y a eu des blessures, etc., etc. Mais après, je ne sais pas exactement quelle est sa situation contractuelle. Je ne sais pas où il en est. Mais Il lui reste 2 ans en comptant cette saison. il lui reste. Ouais, bon, ça peut jouer après. Il y a des équipes qui seraient intéressées pour le récupérer, hein, contre quelques pics de milieu de draft. Personne ne veut payer. Hein. Personne ne veut payer son contrat sur 2 ans. En tout cas, après, voilà, il ça. faut voir le contrat et s'il y a possibilité de restructurer. Là, sans parler du côté financier de la chose, pour moi, c'est sa dernière année à SF. De toute façon, je pense, sauf miracle, il n'y aura pas de playoff cette année à San Francisco. Donc ça va être une année de transition et je pense qu'ils vont entamer une reconstruction l'année prochaine avec Trey Lance et repartir. Voilà, ils ont des bons jeunes, comme tu parlais de Bossa, tout ça, défensivement. Il y a encore des fondations solides, mais il faut renouveler quand même certaines parties et peut-être même le coaching. Hein. Shanahan n'est pas, selon moi, c'est pas exclu qu'il lui aussi qui termine son aventure à un moment donné, très prochainement. Ouais, clairement. Après, il termine à la fin de la prochaine saison. Il a un contrat avec un salaire de base à 24, un peu plus de 24 millions. Donc c'est sûr que tout le monde n'aura pas envie d'accueillir un Garoppolo à ce prix-là, hein, parce que bon, le contrat à la limite c'est même pas le problème. Le problème c'est quand tu mets son niveau de jeu face au contrat. C'est ça qui est un peu plus gênant. Maintenant, une chose est claire, Garoppolo il a 30 ans cette année. Il aura donc il entamera il attaque la saison prochaine, il aura ses 31 ans. Évidemment que les Niners vont se poser la question à la fin de cette saison, qu'est-ce qu'on fait avec lui? À mon avis, la décision, vu la tournure de la saison, la décision sera toute vue. Hein. Je pense qu'ils vont essayer de le trader pour récupérer des picks de draft et essayer d'aller chercher justement les joueurs qui leur manquent. Parce que franchement, quand je vois cet effectif, je me dis, il y a quand même de quoi faire. Enfin, vous avez vu tous les joueurs qu'on a cités. On a parlé de Kittle, on a même pas parlé de Deebo Samuel, qui a été quand même énorme depuis le début de saison. Ils ont Fred Warner, ils ont Nick Bossa, ils ont au poste de running, on a parlé de Trey Sermon, mais ils ont aussi Elijah Mitchell qui s'est révélé un peu cette année, alors en fonction des semaines. Il y a quand même, je trouve, une sacrée équipe. Alors là, on a Brandon Ayuk aussi qui a l'air de revenir. Il y a quand même du monde, quoi. Moi, je trouve que cette équipe, il y a vraiment de quoi faire. Simplement, aujourd'hui, peut-être qu'il manque un ou deux joueurs à certains postes clés, justement, et peut-être que le poste de quarterback, ça en fait partie. Et effectivement, il y a la question du coaching qu'il faudra certainement regarder. Est-ce que c'est pas aussi le problème aujourd'hui des Niners, même si je crois pas quand même. Enfin, Shanahan m'a l'air très compétent, mais à mon avis, c'est plus ça qui manque. C'est quelques joueurs à des postes clés vraiment. Et Garoppolo, c'est quand même le gros point d'interrogation depuis quelques temps là-bas du côté de Francisco. Ouais, mais comme tu dis, c'est sûr que leur effectif est très bon et il vaut mieux qu'un bilan de 3-5. Ça, c'est clair que c'est pas une équipe de fond de tableau, les Niners. Hein. Mais comme tu disais tout à l'heure, on sait que la NFL, ça se joue sur une équipe, une dynastie, on va dire. Ça se joue, c'est vraiment des fenêtres temporelles très courtes.
et il faut que toutes les planètes s'alignent au même moment. Voilà, comme tu dis, il faut qu'il n'y ait pas de blessures, que tes joueurs clés performent tous la même année, que ton coaching staff soit lui aussi performant la même année, que tu aies un calendrier favorable, que tu aies des match-ups favorables. Et bah, c'est pas l'année pour San Francisco, tout simplement. Ils ont un effectif qui a été décimé dès le début, donc ils ne pouvaient pas espérer grand-chose, surtout dans une division aussi relevée, quoi. On voit bien, Ouais, t'as les ouais, Cardinals qui sont intouchables, t'as les Rams juste derrière qui sont aussi, genre, j'allais dire qu'ils sont intouchables, mais avant le match des Titans en tout cas. Mais voilà, pour une équipe qui va au bout, enfin, ou au moins qui va en playoff, c'est déjà, il faut que les planètes s'alignent. Et en NFL, plus que dans d'autres ligues, on voit souvent des équipes qui étaient prédestinées pour aller en playoff et qui n'y iront pas parce que tu as eu des blessures, parce que ton QB n'a pas été performant, parce que X ou Y raison. Mais si le moindre grain de sable dans la machine en NFL, ça te fait t'effondrer toute l'équipe, plus qu'ailleurs, je trouve. je suis toujours étonné de certains choix des équipes. On parlait du quarterback. Pour moi, quand tu construis une équipe, et justement, si tu veux construire vraiment une dynastie, c'est vraiment le poste clé. Il te faut un QB qui soit de top niveau. Et évidemment, tu peux gagner sur une saison le Super Bowl avec un QB qui n'est pas un top quarterback de la ligue. On a déjà vu des équipes gagner le Super Bowl ou même aller au Super Bowl avec des QB qui n'étaient pas des top quarterbacks. À partir du Et moment où Nick Foles a pu le autant, les faire, équipes. tout le monde peut le faire. Ouais, enfin même Goff a été au Super Bowl. Regarde où il est aujourd'hui. Enfin, t'en as plein. On a parlé hier longuement des Bears quand les Bears ont été champions. Ils ont été champions avec un quarterback. Je vais pas dire inconnu, mais quelqu'un qui n'a pas marqué l'histoire de la ligue. Donc tu peux le faire. Maintenant, quand tu veux vraiment construire une équipe et une dynastie, je pense que tu dois vraiment te poser cette question de est-ce quarterback, c'est un franchise quarterback, un quarterback du top 8 ou top 10 dans la ligue. Et pour Garoppolo, très franchement, moi, la réponse, elle est plutôt du côté du non, quoi. Alors, j'ai toujours, je me demande toujours ce que les Niners peuvent voir en lui pour le moment pour se dire si, on peut aller au bout avec lui. Et quand je regarde l'effectif des Niners, moi, je le compare très rapidement à celui des Rams, où je trouve qu'il y a à peu près le même effectif quand tu regardes sur le papier. Simplement, d'un côté, ça marche, de l'autre, ça marche moins. Et pour moi, ça tient à pas grand-chose. Et quand je vois les Rams qui ont fait le pari d'aller chercher Stafford, c'est parce que vraiment, ils se sont dit, voilà, c'est vraiment là qu'il nous manque une pièce. C'est Stafford qu'on va mettre à cet endroit au Super Bowl. Et je pense qu'à San Francisco, dans la même chose, il manque pas grand-chose. Il manque, à mon avis, une ou deux pièces à certains endroits pour faire de cette équipe une équipe compétitive, plus compétitive en tout cas que ce qu'on a vu. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que Garoppolo n'est clairement pas un top 10 quarterback. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Après, le marché des QB, on sait que c'est très particulier, quoi. T'as beau être conscient de ta faiblesse à ce poste, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir y remédier. Ou en tout cas pas à court terme. Le coup des Rams, c'était un Ouais, coup de maître. Il faut voilà, que tu aies un QB, on va dire, un bon QB comme Stafford, qui végète dans une équipe qui n'a aucune ambition d'autre que se reconstruire à la draft et qui accepte de te le laisser. Mais ça reste quand même une situation. Enfin, il n'y a que 30 équipes, 32. Voilà, ça reste une situation. bon, il y en a certaines, pas vraiment, mais Oh, ouais, voilà, en plus c'est ça. Non, mais t'as des équipes qui ne comptent même pas on va dire, sur le marché des transferts. non Et mais t'as peu de bons quarterbacks qui sont approchables. Une équipe, quand elle en a un bon, elle le garde, elle va au bout avec lui, quoi. moi je vais te dire un truc, Après, je serai San Francisco. Alors je sais pas, évidemment on n'est pas en NFL, on n'est pas dans les staffs des équipes, mais tenter le pari avec un Derek Carr, pour moi serait largement un quarterback qui leur conviendrait, surtout avec une escouade de receveurs comme ils ont. Quand t'as Kittle, Ayuk, Deebo Samuel, franchement, on a pas ça à Green Bay, hein. Certes, on a Davante Adams, mais autour, c'est un peu le désert, quoi. Donc, quand tu as ces trois-là, plus Elijah Mitchell, plus les autres, honnêtement, ouais, si tu trouves le bon QB, et pour moi, un Derek Carr serait largement un bon fit pour San Francisco. ouais, je suis d'accord que le style de QB conviendrait bien. Après, est-ce que c'est une upgrade? Alors, c'est une upgrade, ça c'est sûr. Ah oui. Après, oui, c'est pas une question, je suis d'accord avec toi, hein. Tu montes en gamme quand même. Mais alors déjà, je suis pas persuadé que les Raiders seraient vendeurs, aujourd'hui en tout cas.
Et, et surtout, quelle contrepartie, voilà, contre quelle contrepartie tu le relâches, quoi. Alors, ça se joue toujours sur des tours de draft, mais moi, un coup que j'ai bien aimé, c'est celui qui a fait Indianapolis. Alors, c'est plus facile à dire maintenant que ça marche un peu, c'est d'aller chercher un mec comme Wentz. Alors, c'était un total pari, hein. Il y avait beaucoup moins de garanties à aller chercher Ouais. Wentz que Derek Carr, je suis d'accord, hein. Mais Indianapolis avait pas grand-chose à perdre, ils sont allés le tenter. Pour le coup, ça marche plutôt bien, je trouve. Wentz continue à faire du Wentz, hein. Des fois, il est capable de faire des choses incompréhensibles, mais je trouve que ça prend bien, l'environnement a l'air de lui aller. Et discrètement, les Colts, mine de rien, font une belle opération cette saison. Donc je suis d'accord qu'il faut remédier à ça, mais le marché des QB est tellement fermé que c'est un marché d'opportunité, quoi. Il faut que tu tombes pile au moment où, voilà, où tu as un Matthew Stafford qui soit dispo, que tes premiers tours de draft, que tu sois. Toi, tu penses être en mesure d'aller chercher un Super Bowl et donc, on va dire que tu as le droit de te débarrasser de tes premiers tours. C'est encore, quand on parlait de planètes qui s'alignent, pour avoir un QB, c'est comme pour gagner un titre, quoi. Il faut aussi que les planètes s'alignent. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, quand je vois la démarche des Rams qui se disent, bon, part cette année, c'est un peu all-in, on va chercher Stafford, on va chercher Von Miller, et c'est parce que vraiment, on se dit, cette année, c'est le titre ou rien. Pour moi, les Niners, on oublie quand même qu'ils ont été finalistes il y a très peu de temps, quoi. Et quand tu vois où est l'équipe est aujourd'hui, bah ouais, c'est un peu décevant, quoi. Je suis un peu déçu Ouais, mais de ce qui a été fait. Même s'il y a eu beaucoup c'était de quoi? blessures, hein, clairement. C'était il y a 3 ans, je crois, leur Super Bowl, c'était le premier des Chiefs. Oui. En NFL, 3 ans, c'est une Euh... éternité, quoi. Attends. Ouais, Il y c'est a, ça, c'était en... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Pour moi, enfin, en NFL, il y a une éternité. 2 ans, c'est déjà le passé. Enfin, il y a pas si longtemps, les Jaguars étaient en finale AFC, quoi. Euh, bon, Non, mais... Oui, il y a- puis il y a un peu plus d'accord, hein. longtemps, mais je suis d'accord qu'ils n'ont pas suivi la trajectoire qu'on leur donnait, mais comme les Rams au final. Quand les Rams font le Super Bowl contre les Patriots, voilà, ils le perdent de justesse, 13-10, je crois. On se dit qu'ils vont vite y revenir. Bon, bah, ils y sont toujours pas allés, alors que c'était il y a, je sais plus, il y a 5 ans peut-être maintenant. Donc, si tu rates, quand tu as une fenêtre, voilà, il y a les Chiefs, on l'a vu avec les Chiefs, hein. Ils ont écrasé l'année où ils gagnent, on leur promet, c'est limite si on ne dit pas qu'ils vont gagner les 5 prochains. L'année d'après, ils se font torpiller par les Bucks, et là, c'est tout juste, on les croit même pas capables d'y retourner. Donc, c'est une mission Ouais, tellement compliquée d'aller au Super Bowl que c'est c'est déjà bien sûr. qu'ils y soient allés. Ce que je trouve en fait plus décevant, c'est pas tellement d'aller au Super Bowl ou pas, c'est plus ce côté de même plus être un contender en fait. C'est qu'aujourd'hui, les Niners, on en a parlé avant le début de saison, parce on s'attendait quand même à une bonne saison de leur part. Et arrivé là aujourd'hui, bah pas quoi. Je veux dire, on n'en parle plus du tout. Et moi, c'est plus ce côté-là. C'est clair que aller au Super Bowl, c'est extrêmement compliqué. C'est une multitude de détails, de planètes qui doivent. Ça, c'est entièrement d'accord. Et quand tu es fan des Packers, tu le sais mieux, mieux d'autres encore. Mais c'est vrai que les Niners, moi, c'est. Je sais pas si je vais à ça de manque d'ambition ou autre, mais je pense qu'ils pourraient mettre encore plus de moyens pour justement atteindre leurs objectifs. bah, c'est un manque de direction un peu, j'ai l'impression. Et c'est là où peut-être qu'on rejoint le premier point que vous aviez soulevé sur Kyle Shanahan. Est-ce que c'est un excellent coach? Oui, évidemment. Est-ce que le modèle de Kyle Shanahan et qui ont pris les 49ers récemment, en tout cas ces dernières années, est-ce que ce modèle-là n'arrive pas à bout de ce qu'il peut offrir? Question se pose pour le coup, et je Peut-être, ouais. pense que peut-être qu'avec un nouveau coaching staff, une nouvelle vision, on l'a vu, ça a très bien marché chez les Chargers, mais voilà, même voilà, dans d'autres franchises, ça marche aussi très bien. De temps en temps, un petit reset, un changement de vision, parce que Kyle Shanahan, voilà, il a son football et c'est très visible, c'est très net. Et peut-être que ce modèle-là arrive un petit peu à bout de souffle. Je pense que ce modèle-là marcherait plus que très très bien avec Derek Carr, pour faire le lien avec ce que tu disais. Mais voilà, c'est sûr que ça marcherait très très bien. On va Ouais, peut-être conclure je suis- sur les 49ers. Morgan, est-ce que tu avais autre chose à soulever sur ce week-end? Quelque chose, une performance qui t'a marqué, déçu, quelque chose que tu retiens de ce week-end? Le Cleveland Cincinnati.
À la fois le gros match de Cleveland, qui notamment il y a Nick Chubb qui a couru tout le match. Et donc ouais, les Bengals qui marquent un peu le coup. 2 défaites d'affilée. On va dire ils étaient un peu dans l'euphorie de la jeunesse, si on peut appeler ça comme ça, il y a 15 jours. Là, après avoir perdu coup sur coup contre les Jets, si je dis pas de bêtises, et donc les Browns, là, ils redescendent un peu sur terre. On a Chase qui a fait son plus mauvais match. Mais vraiment, Cleveland m'a impressionné. Alors pas spécialement une performance individuelle, mais collectivement, j'ai trouvé que là, pour le coup, tout répondait, tous les facteurs étaient au vert du côté j'allais dire des Cavaliers, mais non, des Browns. Et quand ils jouent comme ça, pour le coup, je les vois comme une équipe sérieuse de playoff, quoi. Vraiment, ce qui n'est pas toujours le cas. Je suis souvent déçu par Mayfield. Peut-être que le fait que OBJ soit parti, ça va libérer quelque chose en lui. Mais en tout cas, là, ils m'ont vraiment impressionné. Après, de toute façon, il a toujours été meilleur sans Odell. Hein. C'était, clairement. ne serait-ce l'année dernière, quand ils ont fait leur run et qu'ils ont éliminé les Steelers, tout ça, c'était sans Odell et ils étaient. Il a toujours été plus à l'aise, en tout cas Mayfield sans lui. Maintenant, moi, les Browns, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai hâte que tout le monde revenu de blessure. Ouais, c'est clair. Et j'aime beaucoup ce que fait Donovan Peoples-Jones quand il n'y a pas OBJ. Il a été vraiment très très en vue Courir. pendant ce match-là. Ouais, il est vraiment Courir. impressionnant, l'ancien de Michigan. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, il y a Prime qui avait il y a une série qui s'appelle All or Nothing. Il y a plusieurs franchises NFL et il y a une saison sur les Michigan Wolverines, sur le college football. Donc c'est une belle occasion de découvrir le college football. Mais c'est aussi une belle occasion d'en savoir plus sur des joueurs comme Rashan Gary des Packers ou Chase Winovich des Patriots et dont Donovan Peoples-Jones, on connaît bien son histoire, son ascension, tout ça, quoi. Donc c'est vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à foncer sur Prime Video pour le regarder. Ouais, j'avais regardé, j'avais bien aimé de voir. Alors je sais jamais si c'est John ou Jim Harbaugh, le coach. C'est Jim. C'est Jim. Quand ils vont au Vatican, qui se fait Oui. bénir par le pape, en tout, c'était assez marrant. Ouais, c'est une famille catholique pour le coup, les Harbaugh, et c'est vrai que c'est très important à la fois pour eux. D'ailleurs, il dit au début Faith, Family and Football. Family Football, c'est ça, la FFF. Ouais. Comme Urban Meyer. C'est trop. Ouais, oui, voilà, pour le coup. Pour le coup, il y en a un qui a respecté ses principes et l'autre beaucoup moins. D'ailleurs, c'est terrible parce que c'est la bio de sa femme sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Shelly Meyer, c'est Faith, Family and Football, et Urban Meyer le dit très souvent aussi. Hein, c'est quelque chose qui est répété par lui et par Tim Tebow. Donc voilà, la déception à ce niveau-là de ne pas avoir réussi à être à la hauteur de ses principes. Ce qui se passe dans les bars de l'Ohio reste dans les bars de l'Ohio normalement. Ouais, c'est clair. Et puisqu'on est sur l'Ohio, il y a Denzel Ward, qui est l'ancien d'Ohio State, qui fait une énorme interception et qui court pour 99 yards pour revenir à ce match. C'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment c'est un joueur très important. C'est un pic très, très haut des Browns. C'est pas toujours un joueur très régulier. Et là, pour le coup, il a beaucoup apporté. Donc, ce que tu disais, Mika, quand l'équipe est au complet, et notamment avec l'apport que doit avoir Denzel Ward, on voit quelque chose de très impressionnant. Mais la lecture du jeu sur ce qu'il a, elle est franchement à regarder et re-regarder, parce que la façon dont il anticipe l'interception, c'est juste superbe. Ouais, c'est sa grande force. Hein. Il a une lecture très forte. Et puis derrière l'explosivité, il court pour 99 yards comme si c'était un. Ah ouais, après, non, sans commentaire sur la course, mais franchement, non, la lecture du jeu qu'il a, elle est vraiment, vraiment superbe sur cette action. Ouais, c'est clair. Autre chose, les amis, pour cette 9e semaine de NFL? Non, c'est bon pour moi aussi. Alors c'est très bien, on va conclure ce podcast. Merci Morgane, merci Michael. Merci à vous les gars, merci à tout le monde. Merci à vous. Voilà,
Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à suivre The Free Agent sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, TikTok également. Et puis voilà, si vous avez reconnu la voix de Mika ou celle de Morgan, vous savez qu'on a plusieurs émissions chaque semaine, presque chaque jour. Des lives, que ce soit le tailgate, le step back, le cross-check. Il y en a pour tous les sports, pour la NFL, la NBA, la NHL. Donc voilà, je vous invite à regarder ces lives, à les suivre sur la chaîne Twitch de The Free Agent. Merci à tous, on se dit à très vite, à bientôt pour un nouveau podcast NFL sur The Free Agent. Salut!